Fidèles téléspectateurs, vous êtes branchés sur votre chaîne de prédilection, RTNC, Radio-Télévision Nationale Congolaise. Nous vous saluons, nous sommes très contents de votre attachement, l'intérêt que vous portez à votre émission Congo Histoire, qui a le plaisir de recevoir pour vous, avec vous, encore une fois, Monsieur le DGA, Freddy Mulumba, à qui nous disons bonjour. Bonjour, cher ami. Vous allez bien? Très bien. C'est facile Quoi? D'être DGA à la RTNC. Ouais, vous savez, j'ai déjà occupé des postes de responsabilité quand même. Ah, ok. Moi, c'est tout normal. C'est une vie... c'est mon job, quoi. Ok. Donc, Habitué. je suis déjà habitué à ça. Ok. Je voulais, avant d'attaquer notre sujet d'aujourd'hui, vous remercier. Bon, remercier le DG. D'abord, il y a le PCA. Le PCA est toujours là, non? Le PCA, le DG et notre DGA. Parce que là, nous sommes assis sur de nouvelles chaises. Hein. Je voulais dire fauteuil. Mais je pense que quand nous sommes arrivés ici, on a trouvé, je peux dire, un trou noir. Ah, ok. Après 100 jours, il fallait quand même un petit geste pour donner l'espoir aux travailleurs et journalistes de la RTNC. Ok. Parce que les jours où nous sommes arrivés ici, tout le monde était content. Ok. Il faut maintenant passer aux actes. Voilà. Et on demande à ceux qui nous suivent, donc les collaborateurs de la RTNC, de nous suivre de plus près, Okay. De façon qu'on fasse un travail au profit des travailleurs et de l'entreprise, et sans oublier et du pays. Très bien. Voilà. Et ce premier geste, c'est déjà quelque chose de bien, même si le chemin est encore vraiment long, c'est pas très long. Parce que vous voyez, la RTNC n'est pas moindre. Hein. C'est pas seulement Kinshasa. Non, mais c'est grand, c'est très grand. C'est quand on est à l'extérieur, voilà. On ne peut pas se rendre compte. C'est quand on y entre, voilà. Donc c'est trop grand. Voilà. Donc c'est l'image du pays, voilà. La grandeur. Merci beaucoup. Puisqu'on est encore dans cette parenthèse-là, vraiment le souci, je vous ai suivi avec... ce sont des Coréens hein, que j'ai vus là. Ouais, vous échangez avec eux. Ouais. Alors, donc, si notre radio, n'est-ce pas, peut atteindre les coins et recoins de notre pays, et pourquoi pas notre télévision, et surtout la radio, parce que vous voyez la radio, même partout en forêt là-bas et tout ça, si ce tam-tam-là peut encore résonner jusque dans le fin fond de notre pays, est-ce que nous pouvons espérer cela? Est-ce que nos téléspectateurs, nos auditeurs peuvent encore espérer cela? Je pense qu'il faut espérer parce que le chef de l'État qui nous a nommés à la tête de l'entreprise a confiance en nous. Okay. Il attendra à ce qu'on fasse du bon travail. Je ne pense pas qu'on va le décevoir. Okay. On fera ce que cette entreprise soit, comme dans les temps on appelait Tam-Tam d'Afrique. La RTNC. Okay. Donc il faudrait qu'on revienne à ça parce que je ne sais pas si les Congolais se rendent compte de la grandeur de ce pays et de sa mission. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui sont distraits. Et je l'ai toujours dit que nous avons une mission. Quand je dis nous, la RDC. Cette mission consiste à ce qu'on travaille pour l'Afrique. Donc si la RDC est stable et puissante, l'Afrique sera stable et puissante. Donc, nous devons travailler dans cette vision. C'est Dieu qui l'a voulu, c'est la nature aussi, et parce que nous sommes au cœur de l'Afrique. Et je rappelle toujours ce que Franck Fanon a toujours dit. Oui. L'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Je pense que c'est ça la leçon qu'il faut donner à nos enfants et nos petits-enfants. Ça est là. Donc, les jours où les enfants l'exprime. Comprendront ça, qu'on a une mission. Pas seulement pour nous, pour toute l'Afrique, pour ne pas dire pour toute la... Même pour le monde aussi. Non, non, d'abord pour nous les Noirs, voilà. le panafricanisme. Il faut
comprendre que nous avons nos frères qui sont en Amérique, qui sont en Amérique du Sud. D'ailleurs, je viens de voir les matchs entre Colombie et Sénégal. Il y a quelques Noirs. Voilà. Il ne faut pas que les gens l'oublient. Ces Noirs viennent de l'Afrique. Voilà. Ce sont nos frères qui ont été vendus comme des meubles à cause de l'esclavage. Donc l'Afrique, ce n'est pas seulement le continent, c'est voir aussi la diaspora africaine, la diaspora noire, qui est en Amérique et dans d'autres pays. Donc, il faut que les Congolais prennent conscience de cela. Ok, revenons maintenant à notre sujet du jour. C'est d'ailleurs là que je voulais vous demander le bon vent. Quel bon vent vous a entraîné encore aujourd'hui sur le plateau de Congo Histoire? Je pense qu'on va fêter le 30 juin. Okay. C'est le jour de notre indépendance. Okay. J'estime qu'il était quand même important qu'on parle. Parce que nous sommes dans un tournant historique. Les gens qui ont le sens de l'histoire le comprennent. Ceux qui n'en ont pas ne comprennent pas. Voilà. Après la première indépendance politique qui a été acquise, arrachée par les Lumumba, les Kasavubu, Bolikango et les autres. Donc on entame la deuxième indépendance, la deuxième lutte, la lutte pour la deuxième indépendance. Okay. Cette fois-ci, ça sera beaucoup plus économique. Et pour cela, il faudrait que les Congolais s'assument. Les Congolais prennent leur destin en main. Et je dirais, pour actualiser un peu la situation, il faut que les Congolais, avec les élections qui vont venir, essayent de voter ou bien élire leurs propres dirigeants, qui ne dépendent pas de l'extérieur, mais des Congolais, des élites qui sont, je dirais, un peu au service du Congo et de la population. Donc les élections qui vont venir seront des élections décisives, dans le sens que nous allons décider du destin et l'avenir de notre pays et l'avenir de nos enfants. Donc il faudrait que les gens se mobilisent pour que le 23 décembre, qu'on ait des élections. Parce que vous avez vu, pendant toute une période, tout le monde demandait élection. Ceux qui exigeaient ces élections sont les premiers à les saboter. Pourquoi ils sabotent? Parce qu'ils sont sûrs qu'en cas d'élection, les Congolais vont décider eux-mêmes. Parce que ces élections sont financées par le gouvernement congolais. On n'a pas de financement extérieur. Parce que vous savez, quand quelqu'un finance, il ne le fait pas parce qu'on vous aime, il le fait parce qu'il y a des intérêts derrière. Mais cette fois-ci, ce sont les Congolais même qui prennent en charge toutes les élections. Donc, ça sera très capital. Si le processus aboutit, ça sera la deuxième indépendance qu'on aura. Donc, nous allons décider de nous-mêmes. Et ça tombe bien parce qu'il y a des mutations sur le plan international qui passent ici inaperçues. Ceux qui vont diriger le monde demain, donc ceux qui le dirigent aujourd'hui, il y a trois personnalités, trois grandes puissances. Vous avez l'Amérique avec Trump, vous avez la Chine avec Xi Jinping, vous avez la Russie avec Poutine. Ces trois personnalités ont quelque chose en commun. C'est la souveraineté. Poutine parle de la souveraineté de la Russie. Que personne ne vienne mettre ses pieds dans la situation, dans la politique interne de la Russie. Vous avez la même chose avec Trump. Je vous parle d'abord l'Amérique. Donc tout ce qu'il fait, c'est pour l'Amérique, pas pour autre personne, mais pour autre chose. Vous avez Xi Jinping, même chose. C'est d'abord la Chine. Donc ces trois personnalités sont très jalouses de leur souveraineté. Donc ça nous permet aussi, nous, Congolais, et surtout, que nous nous battions pour garantir à ces pays sa souveraineté, son indépendance. Parce qu'aujourd'hui, l'environnement est propice et favorable à cette nouvelle tendance souveraine par rapport à d'autres périodes où c'était Obama, c'était Bill Clinton
avec un discours de la démocratie, un discours de bonne gouvernance, droits de l'homme, qui derrière ces discours se cachaient les intérêts. Maintenant, ces discours de Obama, Clinton et les autres, est récupéré par ce qu'on peut appeler les acteurs non étatiques, parmi lesquels vous avez les ONG, des fondations, comme la fondation aussi ça, qui est gérée par M. Soros, qui ont un discours un peu mondialiste, néolibéral. Non, il faut que les marchés s'installent partout, il faut que les valeurs démocratiques occidentales s'imposent à travers le monde. Donc ces deux tendances s'affrontent actuellement entre ceux qui pensent à la souveraineté et ceux qui pensent à la mondialisation néolibérale où l'État n'existe pas. Ou l'impérialisme, tout quelque simplement. sorte, oui. Donc il y a ces tendances-là qui se font, qui s'affrontent actuellement. Donc c'est à nous maintenant de savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour être du bon côté de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais il faut s'organiser, prendre conscience des enjeux, lire les signes des temps. Donc quand je dis signes des temps, dans le sens que comment le monde est en pleine imitation et tirer des leçons. Voilà. Parce que j'ai toujours dit, Dieu n'a pas créé le Congo et l'Afrique pour être dominés. 5 siècles de domination, esclavage, traite négrière, colonisation, néocolonisation. Je pense que le moment est arrivé que les Noirs, que les Congolais et que les Africains se libèrent. Et ça demande une prise de conscience générale et de savoir qu'on ne va pas arrêter la roue de l'histoire. Ceux qui ne vont pas comprendre que l'histoire est en marche seront jetés dans la poubelle de l'histoire. Donc on ne va pas s'arrêter. J'ai toujours dit, l'Occident, c'est fini. Encore la Belgique, c'est terminé. Ceux qui pensent aller chercher les pouvoirs à l'étranger se trompent. Vous voyez un peu de contradiction. C'est beaucoup de gens qui vous parlent au nom du peuple. Nous, c'est le peuple. Mais au lieu d'aller voir, solliciter les pouvoirs auprès de la population, les soi-disant défenseurs du peuple font le tour du monde à la recherche de soutien. Ils sont au Canada, ils sont en Belgique, en Amérique maintenant, parce que Trump n'est pas d'accord avec eux, ils ne font plus de bruit. Donc c'est demander à notre peuple, surtout la jeunesse, de prendre conscience. Personne ne pourra nous rendre heureux à part nous-mêmes. Donc quand vous voyez un étranger venir vous dire que je vous aime, c'est un menteur. Et surtout quand quelqu'un commence à dire que tu es bon, un étranger, c'est un occidental, ça signifie que tu as trahi. Mais quand un occidental commence à te faire des problèmes, il faut te mettre en tête que tu es du bon côté de l'histoire. Donc, c'est une leçon à apprendre et dire aux gens, l'histoire est faite ainsi. Il y a des périodes de succès et des périodes d'échec. Voilà. Donc, on a connu quand même une période difficile dans les échecs depuis 60 jusqu'à ces jours. Donc, la vie est faite des hauts et des bas. Donc, on a connu depuis 60 jusqu'à ces jours des périodes d'échecs. Maintenant, la période de succès s'ouvre. Maintenant, il faut qu'on travaille, qu'on attende l'aide des personnes. Pour chasser la peur. Chasser la peur, chasser aussi les complexes. On est tellement complexés. Rechercher aussi l'identité que nous avons perdue. Notre identité à nous. Totalement, c'est parce qu'on a passé, je dirais un peu 57 ans dans la confusion. Voilà. On n'a pas réformé l'école. On n'a pas écrit notre propre histoire. Et l'histoire qu'on nous apprend, c'est l'histoire des autres. Donc il y a un travail à faire. C'est à la nouvelle génération de prendre conscience. De toute façon, le train a démarré. Voilà. Il ne va pas s'arrêter. Ça, c'est vrai. Alors, vous demandez aux Congolais de militer à présent pour arracher l'indépendance économique. Serions-nous déjà indépendants sur le plan politique? Parce que, bon, là, vous demandez une deuxième indépendance. Et ça dit que vous êtes assuré, vous êtes sûr, vous avez constaté que maintenant, 58 ans après, en tout cas, nous jouissons totalement de notre indépendance politique. N'est-ce pas? Alors maintenant, il faut chercher la deuxième indépendance. Est-ce que nous sommes déjà totalement
totalement indépendant sur le plan politique. Oui, je pense que l'histoire doit nous aider. Voilà. La première indépendance politique, on l'a acquise en 60 avec Lumumba. Ok. Patrice Emery Lumumba a fait du travail, a fait un bon travail. Il a été assassiné. Donc l'indépendance politique s'est estompée avec la disparition de Lumumba. Mobutu, avec les groupes d'Mbinza, avec les Occidentaux, ont pris le Congo en main de cette période jusqu'en 1997. Les jours où Mouzé est arrivé avec Afdel. Ouais. Quand il a pris les choses en 1997, je pense qu'en 1998, il y a eu la guerre des août. Ah ouais. Je pense qu'on n'a pas pu récupérer le pouvoir. C'était 2 ans après. 2 ans après. Donc Mouzé a tenu, les Congolais ont tenu parce que ceux qui ont montré de quoi ils sont capables sont les gens d'Ngili. Je pense qu'il y a des images. Ah ouais. Il ne faut jamais oublier l'histoire. Ah ouais. Donc en 1998, Mouzé a corrigé les tirs. Il a maintenu. C'est comme ça qu'il y a le marché de la liberté. Oui, Mouzé a tenu le coup avec le peuple congolais. Le peuple a résisté. Et puis en 2001, il est assassiné. Les gens pensaient que c'était facile de récupérer la situation. Joseph était trop jeune. Pendant tout le temps, le Congo a échappé. Parce que quand vous regardez de plus près, il y avait des périodes difficiles. Mais l'indépendance politique ne nous a pas échappé. Et cette indépendance politique que Mouzé avait déjà commencé, Joseph l'a confirmé en 2006 et 2011. Nous procédons maintenant aux élections de 2018, le 23 décembre. Ça va confirmer, confronter, renforcer notre indépendance politique. Mais cette indépendance politique aura tout le sens quand elle sera complétée par l'indépendance économique qu'on n'avait pas eue en 60. Parce que le Lumumba qui voulait réclamer où sont les minéraux du Congo, où est l'argent du Congo, a été assassiné pour ça. Maintenant, on vient d'avoir peut-être, ça passe inaperçu chez les gens, peut-être les historiens viendront faire leur travail. Le code minier. Les vrais. Les vrais historiens. Le code minier, le nouveau code minier qui est sorti ici. Beaucoup de gens ne comprennent pas. Et c'est curieux de voir que les Congolais même ne savent pas la portée de cet acte. Voilà, pour la toute première fois dans notre histoire, et le peuple, et les politiques, et les parlementaires, tout le monde s'est mis d'accord pour dire qu'on doit revoir ces codes miniers et faire un nouveau code minier. Après 16 ans, parce que c'était prévu, le code était promulgué en 2002, on devrait les changer, les modifier en 2012. 10 ans après, ce qu'on appelait la période de stabilité. Pour ne pas dire la période de pillage. Bon. La Banque mondiale et les autres ont pillé de fond en comble nos richesses. On dit en 2012, on doit revoir le code. Ça traînait 6 ans. En 2018, notre Parlement se met d'accord, on dit on doit revoir le code, avoir un nouveau code minier. Ils votent les codes. Maintenant, il fallait que les chefs de l'État les promulguent. Les codes partent à la présidence. Normalement, les chefs devaient faire réponse dans 15 jours. Il a attendu, mais il y a des miniers. Ces miniers qui ont écrit au président pour dire non, nous sommes lésés, renvoyez ces codes au Parlement pour qu'on puisse les revoir. Ça signifie quoi? Ces gens ignorent totalement la démocratie et la souveraineté. Donc ils ignorent notre peuple. Ils estiment qu'ils ont droit sur nous. Donc le peuple n'existe pas. Donc tout ce que notre population a fait, non, à travers les parlements, ils ne reconnaissent pas. Ils disent non. Nous, comme nous sommes des miniers, vous devez remettre. Et puis ils donnent des ordres au chef. Ça pose un problème. Est-ce que, sans vous arracher la langue, monsieur le DGA, ouais. Auriez-vous déjà jeté un coup d'œil sur ce que les impérialistes appellent la charte de l'impérialisme? Vous l'avez déjà vu? J'ai déjà vu ça. Le tout premier article le stipule. Il le dit bien. Aucun État
du tiers-monde n'est souverain. C'est dit. Vous comprenez maintenant, ces gens demandent à ce aucun État du tiers-monde n'est souverain. Voilà. Donc, ils demandent à ce qu'on voie les codes, les chefs à promulguer. Imaginez-vous quand vous retirez les beefsteaks dans la bouche d'un chien. Voilà. Mais il est prêt à te mordre. Bien sûr. Donc, il faut que les Congolais se préparent, il y aura des attaques. Donc, ne soient pas naïfs. Ces gens sont habitués à nous faire des guerres. Mais cette fois-ci, ils sont trompés d'époque. Les Congolais ne sont pas prêts à accepter certaines recolonisations. Ils ne sont pas prêts, vous le dites. Est-ce que vous êtes sûr? Est-ce qu'ils sont préparés? Je pense qu'il y a quand même des situations qui peuvent nous montrer que nous ne sommes pas n'importe quel pays. Voilà. Je pense que vous connaissez la situation de M23. Oui. Qui l'a défait? Qui? Notre armée. Vous avez tendance à oublier. Qui a défait M23? Non, pour ne pas dire les forces armées rwandaises. Parce que ce n'est pas M23. C'est notre armée. Il y avait tout le monde là-dedans. Il y avait beaucoup de pays. Et les deux autres qui se battaient avant que l'Angola, la Namibie et le Zimbabwe arrivent, ce n'était pas le peuple. Donc on doit retenir une seule chose. Quand il s'agit de la défense de la patrie. Là, vous faites allusion à l'action de Tchango. La population quand du district de Tchango. Quand vous avez parlé, le peuple s'est pris en charge. Et même à travers le pays, hein, il y a eu des actions par-ci par-là. Donc vous comprenez, nous ne sommes pas... D'autodéfense populaire. Nous ne sommes pas n'importe quel peuple. Voilà. Donc c'est pour dire à ceux qui pensent venir encore faire une promenade de santé qu'ils se trompent. On va continuer, monsieur le DGA. Vous avez insisté, vous avez vraiment insisté, vous avez dit, Lushima, est-ce que dans vos archives là, vous pouvez retrouver le discours de Lumumba dit lors de la cérémonie, hein, c'était la cérémonie du 30 juin et tout ça là, le jour où notre indépendance a été proclamée, ou tout ça. Alors, il y a eu le discours du président Kassavubu, il y avait le discours du roi Baudouin, mais il y avait aussi le discours, bon, qu'on dit improvisé, et beaucoup de gens l'ont trouvé brutal, l'ont trouvé brutal, tout cela, parce que le discours existe, n'est-ce pas? Mais vous avez demandé en tout cas qu'on vous propose ce discours-là, qu'on le propose même à nos fidèles téléspectateurs, qui le connaissent parce qu'à travers le documentaire qui passe, ce documentaire, ce discours-là revient souvent. Fidèles téléspectateurs, voici encore aujourd'hui le discours de Lumumba dit le 30 juin 1960 devant le roi des Belges. Aujourd'hui victorieux, je vous salue au nom du gouvernement congolais. À vous tous, mes amis, qui avez lutté sans relâche à nos côtés, une date dont vous enseignerez avec fierté la signification à vos enfants, pour que ceux-ci, à leur tour, fassent connaître à leurs fils et à leurs petits-fils l'histoire glorieuse de notre lutte pour la liberté. Nous avons connu les ironies, les insultes, les coups que nous devions subir matin, midi et soir, parce que nous étions des nègres. Qui oubliera qu'à un noir, on disait tu, non certes comme à un ami, mais parce que les voeux honorables étaient réservés aux seuls blancs. Qui oubliera les fusillades, les cachons furent brutalement jetés, ceux qui ne voulaient plus se soumettre au régime d'injustice, d'oppression et d'exploitation. Pourquoi vous avez demandé ce discours? Non, c'est parce que d'abord, on a tendance à oublier les symboles. Voilà, pendant 80 ans, on disait aux Noirs, vous êtes inférieurs aux Blancs. Les Blancs étaient Dieu, Muzungu Nasema, Muzungu Dieu Mungu. Et de voir les Noirs qui n'a pas fait d'université. Vous aimez bien cette expression? Noir? Muzungu Nasema. Oui.
Ils comprennent. Vous l'aimez? Ils comprennent quand je dis Mouzou Sema. Les Blancs ont dit. Voilà. Et donc, de voir un Noir prendre parole devant les maîtres, les contester en face. Donc, sur le plan psychologique, cette remise en cause de la supériorité blanche devant, c'était à la télévision, tout le monde qui a vu, ça a essayé un peu de travailler, de tuer un peu je dirais les bourreaux, sans enlever la peur, sans libérer l'imaginaire du Congolais. Nous sommes aussi capables de faire mieux que les autres. La peur a disparu. Vous croyez? Je pense que... Mais vous dites souvent, moi, je vous suis à travers des débats et tout ça. En tout cas, très souvent, vous faites allusion à cela. Vous reconnaissez que même les intellectuels ont peur, n'est-ce pas? Donc, c'est comme si vraiment beaucoup de Congolais avaient encore des problèmes de se débarrasser de la peur. Mais vous savez pourquoi? C'est pourquoi alors? C'est parce qu'on n'a pas étudié ces discours. Imagine-toi, un enfant chaque matin, de 6 ans avant d'aller à l'école, il lit ses discours. Vous trouverez même des Congolais qui vous disent, mais écoutez, Lumumba était très brutal, hein, n'est-ce pas? C'est lui qui a gâché tout et tout ça, à cause de son discours là, improvisé et tout, brutal. Voilà. En fait, on a fait par tous les moyens pour qu'on ne puisse pas connaître ce discours. Il fallait diaboliser Lumumba, on l'a diabolisé beaucoup, avec la complicité des Congolais. Donc si chaque enfant qui naît, donc qui a 6 ans, un enfant congolais, il lit ce discours chaque jour, il n'aura pas peur de s'engager pour le pays, il ne sera pas complexé. Mais comme beaucoup ne connaissent pas ces discours, ne comprennent pas, c'est comme ça qu'ils ont peur, ils sont complexés, ils sont aliénés. Donc le Lumumba a fait un travail, je pense que aujourd'hui, personne ne va nous empêcher de le faire. C'est donner ces discours à chaque enfant congolais, de les lire chaque jour pour avoir des repères. Malheureusement, jusqu'à présent, le travail n'est pas encore fait. Il sera fait. Donc le Lumumba a donné d'abord la fierté aux Noirs, à toute l'Afrique. Et vous verrez, d'ailleurs j'étais en... Ça c'est vous qui le dites. Hein, à New Orleans. Pour beaucoup de Congolais. Ouais. Bon, je le dis pour certaines Congolaises et certains Congolais, c'est lui qui est à la base de nos malheurs, de misère et tout, parce qu'il a chassé les Blancs. C'est l'ignorance, une cuisine d'esclaves. Donc je vous prends l'exemple des Noirs américains, oui. En Louisiane, à New Orleans, qui a changé de nom. Il s'appelle Patrice Emery Lumumba. Qui? Un Noir américain. Ah bon? Oui, en Louisiane. Il a changé de nom, il s'appelle Patrice Emery Lumumba. Qu'est-ce qui l'a poussé à décider ainsi? Vous savez, ils ont souffert de l'esclavage, de l'humiliation. Ah oui. Pendant cette période. Et quand on voit un Noir devant un Blanc parler, comme le Lumumba, c'était un symbole. C'est pour ça que les Noirs américains ont beaucoup plus de respect pour le Lumumba que les Congolais, parce que les Noirs américains ont fait un travail de mémoire. Nous, on n'a pas encore fait ça. C'est notre faiblesse. C'est comme ça que tu vois les gens qui disent le Lumumba a fait ça. Mais qu'est-ce que nous attendons pour le faire? Je pense qu'il y a un système qui a été mis en place depuis 60 qui devrait produire des anti-lumumbistes, pas de lumumbistes, à travers l'histoire, à travers l'enseignement. Mais je pense qu'avec de nouvelles technologies aujourd'hui, avec la nouvelle citoyenneté et tout, je pense qu'on prendra vite conscience. Voilà. C'est comme ça que je parle de la deuxième indépendance. Voilà. Donc, qu'on le veuille ou non, l'histoire est faite ainsi. Parce qu'on ne peut pas nous dominer éternellement. Il y a toujours un moment donné, ça s'arrête. Et puis on repart. Donc cette période-là maintenant, qui a commencé. Et ce sont les historiens qui viendront constater après. Nous qui sommes là, on trouve normal. Mais on est en train de réécrire notre propre histoire. Voilà. Donc ceux qui viendront après nous, ils vont écrire maintenant, ils disent, ah, ça s'est passé comme ça. Voilà. Pour le moment, nous passons comme ça, on pense que c'est normal. Voilà. Donc ça fait partie d'un destin. 5 siècles, c'est du passé. On nous a trompés, on nous a menti. Maintenant, il y a notre voie qui s'ouvre. On nous a pillés. On vous dit vos matières premières ne vous appartiennent pas. Ça nous appartient à nous.
Nous avons droit. Sur ça, je pense que cette période est arrivée à la fin. Mais ça ne va pas se passer comme dans une église. Voilà. Là où il y a des intérêts économiques, il faut se préparer à se battre. Voilà. Donc, ceux qui sont habitués à venir manger ici, prendre gratuitement, ils ne vont pas vous laisser tranquille. C'est ça. Ce qu'il faut dire aux gens, préparez-vous pour vous battre, pour votre indépendance et votre liberté. C'est le travail qu'on doit faire maintenant. Voilà. Ça s'arrache. Indépendance économique. Qu'est-ce? Je pense que ça signifie qu'en 1885, les richesses du Congo ne nous appartenaient pas. Donc, même pendant toute après l'indépendance, rappelez-vous l'histoire de Montassé Birgo Zaïrois, qui a fait toute la période de Mobutu, jusqu'à sa fin. Quand il a tenté de réclamer cette indépendance, il en a payé. Parce que vous voulez voir clair. On a mis des gens pour continuer à entretenir, surtout la Belgique. Il y a beaucoup de clients ici qui travaillent pour la Belgique. Et jusqu'à aujourd'hui, la Belgique n'a jamais accepté que le Congo soit indépendant. Déjà en 60, quand il y a eu la session katangaise, la Belgique était le seul pays qui avait un ambassadeur au Katanga. Le seul pays au monde. Donc, jusqu'à aujourd'hui, la Belgique n'accepte pas et n'acceptera jamais qu'on soit indépendant. Donc, il faut engager une preuve de force intellectuelle, culturelle et économique. Parce que les Belges, ce sont des commissionnaires. Donc, sans le Congo, la Belgique n'existe pas. Partout où ils passent, ils vous disent nous avons l'expertise du Congo. Si vous voulez le Congo, passez par nous. Donc, ils n'ont jamais accepté d'avoir perdu le Congo. Bien si les Congolais veulent signer des contrats avec X pays, tout ça, X et Y, il faut passer par eux. Effectivement. Donc, ils pensent à Berlin, en 1885. Pour eux, Berlin n'est pas encore terminé. Hein, Berlin continue toujours. Donc, nous devons travailler sous leur domination. Voilà pourquoi vous avez la plupart des hommes politiques qui se retrouvent à Bruxelles. Voilà. Et c'est entendu que les hommes politiques, l'opposition congolaise est à Paris. Pourquoi est en Belgique? Et c'est entendu que l'opposition congolaise est en Amérique, à Washington, non. Tous sont en Belgique. Et l'élite belge qui a des intérêts au Congo les manipule. Quand ils sentent que quelque chose ne marche plus, là, l'opposition, on te prend des moyens, elle va attaquer. Rappelez-vous du temps de Ngoza Carlibonde. Ngoza contre Mobutu, qu'est-ce qui s'est passé? Quand Ngoza se fâche, elle part à Bruxelles, il écrit des livres contre Mobutu. Quand Mobutu s'arrange avec eux, Ngoza retourne. Donc ils sont dans cette vision d'utiliser le Congo pour leurs intérêts, les Congolais, pardon. Quand les Congolais s'entendent, ils ne sont pas contents. Donc la Belgique travaillera toujours pour diviser les élites congolaises. Ça, c'est une donne. Ici, ils ne sont pas dans les sentiments. C'est une donne. Et ça, c'est ce que vous avez l'habitude d'appeler souvent le néocolonialisme. Effectivement. Ça ne peut pas manquer. Imagine-toi un jour, on dit on coupe nos relations économiques avec la Belgique. Elle va vivre où? Déjà, avec SN, on a réduit le nombre de vols. Ils en souffrent. Hein? Donc, ils ont une culture, je pense, de rentiers. Ne pas travailler, mais vivre sur le dos des autres. Avez-vous fait le tour du Congo? Montrez-moi les bâtiments que les Belges ont laissés ici. Quel monument on a? Dit non, la colonisation belge était bonne. Vous avez vu ce qu'ils ont fait. Ils ont fait quoi? Par contre, quand vous partez à Bruxelles, vous voyez des monuments, vous avez des bâtiments qui ont été construits grâce au Congo. On a pillé le Congo pendant 80 ans par la Belgique pour construire Bruxelles. Les documents sont là. Donc c'est ce Congolais de comprendre. Je ne sais pas, peut-être nos enfants, peut-être nos petits-enfants comprendront. Ils ont construit le chemin de fer, national numéro 1, national numéro. Ils ont construit des écoles ici, oui. C'était pas eux, les Belges? C'est là où ça devient intéressant. La Belgique n'avait rien. Le Congo a été considéré comme une entreprise.
une colonie internationale. Voilà. Donc n'importe qui pouvait venir investir. Vous connaissez le chemin de fer de Banguela? En Angola? En Angola. Ouais. Ça, ce sont des capitaux portugais. C'est pas belge. Les chemins de fer à l'est, là, comment on appelle ça, vers... Oui, à partir plutôt de... Non, prends à partir de Katanga. Oui, oui. Jusqu'à Kindu? Non, non, du Katanga jusqu'à en Afrique du Sud. Ouais. Ah, ok, ok. Ça, ce sont des capitaux britanniques. Ok. Donc, la Belgique n'a pas investi ici. Par contre, c'est les rois qui nous a exploités, qui a construit la Belgique, Bruxelles, avec les richesses du Congo. Donc, la Belgique n'a rien donné aux Congolais. Quand le roi avait encore la Belgique comme domaine privé. Non, Enfin, le Congo. Oui, effectivement, comme oui. domaine privé. Oui, Voilà. mais pendant cette période, il a beaucoup investi, les rois, en Belgique. Voilà. Il a construit. C'est le roi des Belges qui a investi, donc c'est la Belgique. Non, non, c'était différent. De toute façon, il n'était pas considéré comme... Il y avait une face entre le Congo et la Belgique. Voilà. Donc il pensait, c'était un gérant, quoi. Il gérait les Congo pour les multinationales. Mais il a profité pour faire la Belgique une plaque tournante avec les richesses du Congo. Anvers, c'était la plus grande capitale mondiale du diamant. Est-ce que la Belgique produit du diamant? Ceux qui connaissent très bien, au Boken, là où on raffinait les cuivres. Est-ce que la Belgique a des cuivres? Donc, les Belges même savent. Sans le Congo, ce sera difficile que la Belgique existe. Ils le savent. Mais est-ce que, bon, vous l'avez dit, hein, qu'il faut se préparer à la guerre parce que les néocolonialistes ne vont pas nous laisser tranquilles. Il n'y a pas que les Belges, hein, n'est-ce pas? Parce qu'on parle de minéraux ici, tout ça. Soros, quand je vois déjà Soros, il est de quelle nationalité? Il est américain. Voilà, donc vous voyez, les impérialistes ne vont pas nous laisser tranquilles. Et d'ailleurs, nous allons suivre, je pense, 2 éléments que nous avons préparés pour vous et pour nos téléspectateurs. Nous avons le néocolonialisme que nous allons suivre. C'est un élément, je suis sûr qu'il va vous intéresser, connaissant votre goût, n'est-ce pas, suivi d'un autre, mais celui-là c'est encore un monsieur de l'Occident qui dit ceci que, bon, les Blancs ne sont pas tous mauvais, hein, ils ne sont pas tous méchants. Comme Raoul, par exemple. Raoul n'est pas méchant, il n'est pas mauvais. Alors, celui-là, on n'a pas donné son nom, il dit ceci, il dit qu'il reconnaît que ceux que nous appelons, ou qui se tapent la poitrine, qu'elles sont grandes puissances. C'est pas grande puissance en quoi, bon, peut-être parce qu'ils ont des armes, tout ça, des discussions massives et tout ça là. Alors, monsieur dit ceci que il reconnaît que la France, l'Amérique, toutes ces puissances-là ne peuvent pas vivre ou survivre sans la guerre. C'est en créant des guerres, n'est-ce pas, que ça leur permet de vivre. Mais ces guerres, c'est pour le minerai, c'est pour pétrole et tout ça là. Alors nous allons suivre et je pense que vous aurez à réagir. Technique. Salut à vous les amis. Avez-vous remarqué que certains occidentaux ont une drôle de façon de voir le monde? En effet, quand ils font leur guerre, c'est toujours pour le bien du monde. Quand ils ont une opinion, elle est internationale. Quand ils s'expriment, ils le font au nom de la communauté internationale. Quant à leurs valeurs, elles doivent être universelles. Quand ils ont une crise, elle devient mondiale. Quand ils parlent de leur langue, ce sont des langues. Quand il s'agit des langues des autres, on a vite fait de parler de dialecte.
ils se sont installés de force en Amérique, au Canada, en Australie, en Afrique du Sud, et en Amérique du Sud. Paradoxalement, ce sont les gens les plus intransigeants, dès qu'il s'agit de migration. Quand ils viennent chez nous, ils disent être expatriés. Mais quand c'est nous qui allons chez eux, nous devenons des immigrés. Quand leur visa est expiré, ils disent être en situation irrégulière. Dès que la même chose nous arrive, nous devenons des sans-papiers. Quand ils résistent à un oppresseur, ce sont des résistants. Si nous faisons la même chose, nous devenons des maquisards. Quand ils font la guerre à des peuples pour leur voler leur pétrole, ça s'appelle installer la démocratie. Quand ces peuples répondent à leur agression, ça devient du terrorisme. Quand ils se baptisent à l'église, ils appellent ça communier avec Dieu. Mais quand nous faisons nos rites ancestraux, ça devient de la superstition. Quand certaines de nos femmes portent le voile par conviction religieuse, ce sont des femmes soumises et opprimées. Mais le même phénomène chez eux s'appelle une bonne sœur. Quand ils promettent des biens et services pour gagner des marchés, ça s'appelle du lobbying. La même chose chez nous, devient de la corruption. Et le plus drôle, ils font des milliards chaque année, grâce au pillage qu'ils ont savamment organisé depuis des siècles. Mais c'est aussi eux, qui organisent des colloques, des tables rondes, et des sommets pour sortir l'Afrique de la pauvreté. Quand on est africain, et qu'on entend ça, on est juste plié de rire. D'où le syndrome du ricanement permanent, au risque de passer pour un sauvage. Nous, on est riches parce qu'on est en train d'appauvrir l'Afrique, de nouveau, l'Amérique latine et l'Asie. Nous sommes nous les responsables de ces millions de morts. C'est nous qui disons que tu dois avoir accès à l'eau simplement si tu la payes. Que je t'amènerai l'eau si je suis rentable en Afrique. C'est nous, c'est pas eux. Eux, ils étaient capables de le faire en communauté. Et donc, à l'heure actuelle, il faut se dire que les guerres qu'on est en train de faire, c'est quoi? C'est pas qu'ils nous ont attaqués, qui? Quand Sarkozy a bombardé la Libye, aucun Libyen n'avait attaqué la France. La France n'avait pas été bombardée par personne. Et nous, et quand les Américains ont bombardé Bagdad ou l'Irak, parce que c'était l'ennemi du mal, tous ces millions qui sont morts, et tous ces millions de réfugiés syriens, irakiens, etc., c'est qui eux, ils sont volus. Et nous, on a le courage après de dire, je vais t'aider pour rester chez toi. Hein? Alors qu'on les a créé des conditions pour qu'ils doivent fuir. Et nous, on va dire hypocritement à cette Europe qui hypocritement donne 6 milliards à la Turquie, 2 milliards aux Libyens pour pouvoir tenir les gens qui viennent d'Afrique où on est en train d'alimenter, nous, les guerres. Mais il faut s'arrêter de se raconter des balivernes ici. Hein? Il faut arrêter. La guerre ne se fait plus parce qu'on tue l'ennemi. La guerre est devenue, grâce à la technologisation, elle était aussi d'avant, mais elle est devenue une activité économique la plus rentable après l'industrie pharmaceutique et l'industrie informatique. On fait la guerre parce que c'est rentable. Et malheureusement, si nous ne changeons pas nos dirigeants, et nous-mêmes, hein, dans le sens pas individuellement, mais les systèmes de valeurs fondamentaux, la sécurité nationale qui explique la guerre, la souveraineté nationale, l'appropriation privée du vivant, etc. Tout ça, on fera la guerre. On fera la guerre, pourquoi? Parce que pour cela, deviendra une activité de plus en plus rentable. D'ici quelques années, si vous éliminez la guerre, le PIB mondial chutera, d'après le système dominant. Et ne chutera pas si on est dans ce autre système. Au contraire, la guerre, la disparition de la guerre sera une source de richesse. Mais c'est pour cela que les dominants à l'heure actuelle ne veulent pas réduire les armements.
ne veulent pas réduire les occasions de guerre. Parce qu'imaginez-vous la France sans la guerre. Que serait comme économie? Imaginez-vous les États-Unis sans guerre, deviendraient des pauvres, dans des économies pauvres. Donc aujourd'hui, on est entré dans une phase où on fait la guerre parce que c'est rentable. Et vous n'aurez aucun dirigeant actuel du monde qui arrêtera la guerre. Parce qu'il sera crucifié, parce qu'il sera lapidé, parce qu'il va contre la logique. La guerre fait augmenter le PIB mondial. La guerre permet la croissance économique. Et on suppose que si on fait la guerre, on augmente la création d'emplois chez nous. Non, non, non. Voilà, vous avez suivi? Si. Je pense que quand je dis toujours les Africains sont des naïfs. Voilà. Il y a une donne dans le monde capitaliste occidental. Toute leur économie est basée sur la guerre, l'armement. Toute leur industrie, l'industrie d'armement. Aujourd'hui, vous avez Internet. Ça ne vient pas du privé. C'est l'armée qui est à la base, qui a utilisé, puis on a rendu public. Donc, si on ne fabrique pas des armes, il est difficile que l'économie tourne. Et ça leur permet aussi, en fabriquant des armes, de s'adapter, de faire recherche pour des innovations. Donc les grandes innovations sont militaires. Voilà. Or, toute l'économie occidentale est basée sur ça. Et quand les armes deviennent nombreuses, on va les éliminer comment? En les cassant. On va créer des guerres. Comme ça, on liquide le stock qui est là. Vous vous entretuez ici en Afrique. Mais ce qui est curieux, ils interdisent aux autres d'en fabriquer. Oui, mais c'est normal. Parce que quand tu vas commencer à fabriquer des armes, comment il va vivre? Il ne saura pas te piller. Et puis, qui va acheter ces armes? Donc, il a besoin qu'il y ait des États faibles, quand il y a des guerres, et vendent des armes. Voilà. Et leur économie tourne. Et ça leur permet aussi de piller. C'est ça la loi du capitalisme. Il n'y a pas autre chose. Donc, sans guerre, sans crise, pas vivre. Le système capitaliste ne peut pas se maintenir. Donc, grâce à la guerre, ça doit exister. Donc, c'est à nous maintenant de comprendre qu'est-ce qu'il faut faire. C'est créer un rapport de force. Ça signifie que si demain, même s'ils fabriquent des armes, ils donnent à des gens pour venir faire la guerre, ils trouvent que nous sommes blindés. Ils vont reculer. Parce que quand ils financent des guerres, et c'est tout par exemple dans le cas du Congo, à l'Est, là où il y a eu des guerres, c'est là où il y a des matières premières. C'est là où il y a les matières premières, là où il y a la guerre. Donc, vous trouverez très mal la guerre dans la forêt. Donc, quand on dit qu'il y a la guerre quelque part, il y a des matières premières, il y a du pétrole. Donc, il faut que les gens comprennent ces liens entre guerre et richesse. Donc, si vous n'êtes pas capable de protéger vos richesses, on vient les prendre par des barbares, entre guillemets, non pas d'état d'âme. Vous pleurez ici, on vous tue, et ils disent, nous faisons des affaires. Donc, des logiques différentes. Et dans ces conditions, il faut créer ce qu'on appelle les rapports de force. Ils viennent et vous trouvent blindés, ils tirent, vous tirez. Ils viennent négocier. Voilà. C'est ça Trump avec les Coréens du Nord. Voilà. C'est ça la vie, c'est ça la logique. Mais les Africains sont tellement naïfs, les Congolais. Ils estiment qu'en priant, en pleurant, on aura pitié de vous. C'est faux. Vous vous armez pour vous battre. Et quand ils sauront que vous êtes fort, ils vont négocier. Ils viendront acheter des matières premières au lieu de les prendre gratuitement. Et regardez une situation qui est passée à l'Est. Il y a un économiste africain, mais qui a fait sa thèse sur... donc, le titre de sa thèse, c'était sur les minéraux, les minéraux stratégiques et enjeux africains. Il a pris le cas du Congo. Toutes les guerres que nous avons connues étaient liées à de nouvelles innovations technologiques. Il a pris la guerre des années l'AFDEL, 1994-97. Ça, il a lié ça à un minerai qu'on appelle germanium, qu'on utilisait dans l'informatique avec les Wi-Fi. Donc on avait tellement besoin de ces matières premières. Et le malheur à faire, c'est que ces matières premières, le germanium, se trouvent au Congo. D'où la guerre. C'est un malheur?
Non, c'est un malheur parce que ça nous fait du mal, mais je pense que c'est un bonheur si nous savons nous défendre. Donc, ça c'était la première, la première innovation avec les Wi-Fi. Il fallait mettre la main sur les germanium. Je pense que le malheur aussi, c'est parce que nous-mêmes, on n'est pas à mesure de transformer nos richesses. Non, mais c'est faux. C'est faux, on peut les transformer si on veut. Ah bon. Donc, la deuxième guerre qui... Si l'on veut. Ah, si on le veut, on le transforme. Mais pourquoi on ne le fait pas? Mais c'est parce qu'on a mis une structure en place qui vous empêche de le faire. Donc, on vous a mis comme un pays, un pays réservoir de matières premières. Donc, on a créé un système comme ça pour vous maintenir dans ces conditions-là. Donc, pour nous maintenir dans la pauvreté, oui, la misère, dans les société conditions, de consommation. Non, dans les conditions de dominer. Okay. Hein? Éternel. Éternel. Donc, il y a la première étape, la guerre... Donc, c'est à nous de prendre conscience. Effectivement. Il y a cette guerre de germanium, il y a la guerre de thym, et puis il y a la guerre de coltan, avec encore Internet. Maintenant, il y a la guerre de cobalt, qui va éclater. Donc, au lieu de passer tout votre temps à discuter... Si elle n'a pas déjà éclaté. Oui, je pense que c'est le code minier qui a mis le feu aux poudres. Hein? Le nouveau code minier. Le nouveau code minier, oui. Donc, il faut qu'on se prépare à la guerre du coltan. Pardon, du cobalt. Alors, je pense qu'il faut sensibiliser la population, n'est-ce pas? Bon, à travers les ONG, les associations, à l'école aussi, hein, n'est-ce pas? C'est très important. Parce qu'on a l'impression que le peuple, c'est comme si le peuple n'était pas vraiment très bien informé. Bon, descendez un peu, vous êtes à la cité et tout, vous verrez que beaucoup de gens, bon, c'est comme si... Mais tu parles, tu te rends compte que le peuple n'est pas informé. Qui informe le peuple? Voilà. C'est qui? Ce sont les médias, non? Oui. Qui contrôle les médias? Et vous allez voir la plupart des médias, surtout les radios, qui sont financés par les ONG internationales, mais certaines ambassades, véhiculent un discours quelquefois contraire aux intérêts de la nation. Et là où il y a des problèmes, on ne veut pas expliquer au peuple ce qui se passe. Donc les médias ont une responsabilité. Okay. Aujourd'hui, si notre peuple n'est pas informé, c'est parce que les élites, les journalistes qui doivent informer ne font pas leur travail ou bien sont achetés. Parce que celui qui finance une ONG qui finance une entreprise, une radio, un journal, tout comme une télévision, il ne le fait pas gratuitement parce qu'il veut faire passer un message. Mais la naïveté de nos élites, quand on leur donne l'argent, ils trouvent normal, ils vous disent « Ah non, vous savez, l'argent que telle fondation me donne, bientôt ONG, c'est bon parce qu'on défend la démocratie. » Si l'État congolais te finance, on va dire qu'on t'a corrompu. Tu vois un peu les contrastes. Donc l'État qui te finance, c'est la corruption. L'argent que l'Occident ou bien les ONG vous donnent, c'est bon pour la démocratie et le développement. Donc il y a un problème, il faut changer de paradigme. La manière dont nous voyons la vie, ça le fond du problème, un problème culturel. Parce qu'une personne normale, nous qui avons grandi au village, la première réflexe quand tu vois un étranger, c'est méfier. On laisse un temps la nuit, on envoie une femme pour écouter qu'est-ce qu'elle est venue faire. Il dort et puis la femme du village va prendre des informations pour nous donner. Dit non, non, maintenant il est venu faire ça. Voilà. Vous prenez précaution, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Tout étranger qui vient, des gens qui étaient à l'école des Blancs, l'école moderne, ils estiment qu'ils sont venus pour leur faire du bien. Donc il faut faire un travail de changement de mentalité et de vision. Tout étranger vous menace. Parce que tu ne sais pas quand il vient faire quoi. Par contre, chez nous, on a longtemps d'aller en Amérique, d'aller au Canada, en Belgique, pour comploter contre notre propre État. Oui. Donc, le fond du problème, c'est changer les paradigmes, changer la mentalité. Croyant que tous ces États-là sont paradisiaques. Non, ils pensent qu'ils travaillent pour nous. Voilà. Tout en oubliant toute l'histoire. Comment voulez-vous que quelqu'un qui a fait l'esclavage, la tête négrière, la colonisation, le néocolonialisme, aujourd'hui vous dit il va vous démocratiser, vous acceptez? Pendant plus ou moins 500 ans. Est-ce que les gens comprennent?
Quelqu'un qui a fait ça, il dit non, je vais vous développer, je vais vous démocratiser. Ça signifie que les élites africaines ne comprennent pas les véritables enjeux. Ou bien l'école a mal formé les gens, ne fût-ce qu'avoir le système. Donc il faut revoir le système éducatif. Oui, il faut enseigner la philosophie. Parce que quand quelqu'un connaît la philosophie, il commence à s'interroger. Enseigner la philosophie, aussi enseigner l'histoire. Malheureusement, ça n'existe pas. On a tout oublié. Voilà. Tout le monde est économiste, tout le monde est juriste. Monsieur le DGA, voilà, donc maintenant il faut lutter, militer pour arracher l'indépendance économique de notre pays, n'est-ce pas? C'est faisable. Vous pensez que ça peut nous prendre combien de temps cette guerre? Je l'appelle déjà guerre. Non, je pense que ça prendra du temps, mais selon les services de renseignement américains, le monde sera stable en 2030. Ah, ok. Donc nous devons être capables, de faire par tous les moyens, quand le monde doit se stabiliser, que le Congo trouve sa place, que l'Afrique trouve sa place. Hein? Ça signifie que nous devons d'abord apprendre à résister et ne pas croiser les bras. Alors qu'on cherche à balkaniser le Congo. Oui, ils ne vont pas le faire, parce que si aujourd'hui nous mobilisons... C'est qui a dit qu'en 2000, la RDC n'existera plus? Je pense que c'est Jacques Attali, qui avait écrit une histoire pour l'avenir, je pense. Voilà. Une brève histoire pour l'avenir. Ça, c'est lui qui a dit. Il avait le Nigeria et le Congo seront des trous noirs. C'était prévu comme ça. Okay. Mais aussi, le service un rapport de la CIA publié en 2013, je pense, qui estimait que le Congo et la Somalie pourront disparaître. Le Congo RDC et la Somalie pourront disparaître. Ah bon? Et dans pour eux... Ce sont eux qui le disent. Non, mais si vous ne résistez pas, ça va arriver. Donc, quand on dit ces histoires, beaucoup de gens, quand je parle, ils disent non, tu commences à exagérer. Ils ne comprennent pas l'essence de l'histoire. Voilà. Ces gens vous disent, on fera par tout moyen pour balkaniser votre pays. Voilà. Vous dites, non, il n'y aura rien. Non. Ça ne suffit pas de le dire. Non, mais il faut qu'on apprenne à se battre. Voilà. Parce que les gens doivent savoir, le Congo a été une création, une construction. On peut le construire demain. C'est notre volonté d'avoir un Congo uni qui va imposer aux autres de ne pas venir nous embêter. Mais si vous ne faites rien, vous passez tout votre temps, vous vous chamaillez comme des enfants, vous voulez voir quoi? Donc le travail à faire, surtout pour les médias, c'est d'informer et de dénoncer. Et pointer du doigt ceux qui ont des plans pour couper notre pays. D'appeler à l'unité. Oui. Parce que l'union fait la force. Mais tout ça, c'est beaucoup plus l'armée. Ce n'est pas tous ces civils qui parlent à la télévision qui vont faire la guerre. Voilà. Savoir une forte armée. Prendre nos enfants de 18 ans là, ils font le service militaire. Ouais. On dit les jours où quelqu'un va toucher un morceau du Congo, il va nous avoir. La vie est faite ainsi. Il n'y a pas d'angélisme. 6 millions de morts. Tu as eu un procès où? Les soi-disant de leçons de droits de l'homme, de développement. 6 millions. On a identifié les entreprises occidentales qui sont à la base des malheurs des Congolais. Qui les a condamnés? Silence radio. Quand on voit les Congolais, les élites congolaises tomber dans... Ça fait mal quelquefois. Ça fait mal. Ça fait mal, mais je me dis... à la lutte pour arracher l'indépendance économique, certains néocolonialistes, par contre, eux pensent qu'il faut recoloniser le Congo, RDC. Nous sommes tombés sur, dans nos pérégrinations socioculturelles, n'est-ce pas, nous sommes tombés sur un élément que nous allons visionner avec vous, que nous allons voir avec vous, n'est-ce pas. Il s'agit je pense que c'est un Belge, hein, ou un Français, bon, il s'appelle Antoine de Klerk, n'est-ce pas, qui est venu ici qui est venu comme mercenaire, à la veille de 1960, à la veille de l'indépendance de notre pays, n'est-ce pas, comme mercenaires, parmi les mercenaires qui sont venus pour empêcher aux Congolais d'accéder à l'indépendance.
Mais malgré eux, malgré leurs efforts et tout, parce que le Congolais, quand même, même s'il y avait des traites, mais la majorité s'était unie pour arracher l'indépendance. Et c'était le cas. Nous avons arraché notre indépendance. Ce monsieur-là, Antoine de Clercq, il a refusé de retourner en Occident. Enfin, je pense qu'il doit être belge ou français, n'est-ce pas? Alors, lors des pillages de 90 ou 91, par là, 92, il y a un reporter blanc qui est venu, qui a sillonné un peu partout, qui va découvrir un de ses compatriotes. Je parle ici, bon, si on considère l'Occident comme une patrie, comme un pays. Il arrive là, il dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Mais ça ne va pas, la situation et tout, les pillages et tout ça. Et qu'est-ce que vous continuez de faire ici? Il dit, bon, et comment d'abord vous êtes arrivé? Il dit, bon, écoutez, je suis venu, bon, tout ça, voilà. Mais qu'est-ce que vous continuez de faire ici en forêt? Il vit quelque part dans notre forêt ici, forêt équatoriale. Je pense entre l'Équateur et la province orientale, la grande province orientale à l'époque, tout ça. Ouais. Il a 7 femmes congolaises, et avec les 7 femmes congolaises, zaïroises à l'époque, il a eu avec elles 11 enfants. Et il est toujours là. Alors, qu'est-ce qu'il attend pour retourner? C'est ça la question du reporter, son compatriote blanc. Il lui dira ceci, moi quitter le Congo, retourner en Europe, je ne le ferai pas. Et alors, il dit, mais qu'est-ce que vous allez faire? Il dit, je vais continuer de rester ici. Je resterai ici jusqu'à la recolonisation, c'est-à-dire jusqu'à ce que nous allons recoloniser ce pays, le Congo. Suivons. De la Procure, dans le centre administratif de la ville, un monument, symbole défraîchi de la dictature, nous rappelle la devise du président: une seule nation, un seul peuple, un seul parti, un seul chef. Antoine de Clercq a 61 ans et 11 enfants de 7 femmes zaïroises. Il est le patron d'une exploitation forestière et fait le commerce du bois. Affirmatif, affirmatif, c'est lui-même à l'appareil. Je vous reçois ici, vous sortez avec trop de bruit, vous sortez avec trop de bruit, vous? Oui, pourtant c'est un nouveau micro, donc je ne peux rien faire d'autre. Hein. De toute façon, nous venons d'arriver, nous on vous reçoit 5 sur 5, et maintenant nous partons en forêt. Ok, vous dites qu'il est déjà arrivé, monsieur de Clercq est déjà arrivé, ça j'ai compris, mais après je ne comprends pas, vous. Après, ils partent en forêt, ils partent en forêt, ils partent en forêt, à vous? Ok, ils sont en forêt, c'est ça? Affirmatif. Ok, bon, je laisse la phonie ouverte. Hein. Bon, comme ça, laissez la phonie ouverte et moi également, je suis ici en stand-by. Ok. Bon, merci. Ancien mercenaire, en 1964, lors de la rébellion de Stanleyville, Antoine de Clercq réussit à échapper aux insurgés qui veulent le tuer. Depuis, il a tout vécu, tout subi. Nationalisation, pillage, révolte. À chaque fois, il a perdu en quelques jours ce qu'il avait mis des années à construire. Mais alors, pourquoi Antoine de Clercq reste-t-il encore au Zaïre ? Et aller un peu plus vite, dit que Maïuto nous prépare là tout de suite un arbre. Ah, bah. Oui. Ici, dans la forêt, Antoine de Clercq est le maître. Il règne sur son domaine et sur ses ouvriers et assume sans complexe son rôle de colon.
Avant ça, vous avez fait beaucoup de métiers? Les plantations, café, caoutchouc. Donc beaucoup d'expérience du Zaïre. Depuis combien d'années? Depuis 1956. Donc on a tout vu. C'est-à-dire? Tout ce qui s'est passé depuis l'indépendance. Hein? Je n'ai pas loupé un événement de Kisangani. Et maintenant, nous avons eu en 91 et 92 des pillages, de bons pillages. Donc c'est toujours quelque chose. Et jamais vous n'avez pensé partir? Non, non, pas encore. Pas encore. J'attends la recolonisation. Hein? Je suis persuadé qu'elle viendra. Tôt ou tard. Hein? On y va. Bon, à cet âge-là, c'est pas peut-être qu'il était déjà cinquantenaire ou sexagénaire, on ne sait pas. Peut-être serait-il encore en vie dans cette forêt-là, dans notre forêt à nous. C'est une forêt congolaise. Ah bon, là, il a précisé lui-même qu'il était dans une forêt de la province orientale, Kisangani, n'est-ce pas? Alors, pendant que vous voulez déjà, vous regardez déjà vers l'indépendance économique, ben, voilà qu'il y a quelqu'un ou peut-être des gens, certains impérialistes qui rêvent de nous recoloniser. Qu'en dites-vous? Oui, comment vous réagissez à ça? Je pense que il a dit la vérité. Voilà. Il dit la vérité, c'est le fond de beaucoup de capitalistes qui regrettent d'avoir laissé le Congo dans les mains des Congolais. Il dit, nous attendons la recolonisation. Ça, c'est le fond. Et il dit que ça viendra tôt ou tard. Il dit la vérité. Voilà. Mais ça ne va pas se réaliser. Voilà. Parce qu'il y a une nouvelle génération. Il y a des gens qui comprennent. Mais en Europe, les Américains n'ont jamais colonisé, mais surtout en Europe, les gens sont nostalgiques. Surtout en Belgique. Je pense qu'il est belge, il n'est pas français. Okay. Un Français ne peut pas parler comme ça. Bah. Il est belge. Et en Belgique, ça vous comprendrez pourquoi Renders n'est pas tranquille. Les fonds de Renders, c'est comment dirais-je, c'est un petit symbole. Voilà. C'est comment reconnaître le Congo. Voilà. Reconnaître le Congo pour qu'il parvienne à vivre. Donc si le Congo n'est pas recolonisé, je ne pense pas que... Ils ne peuvent pas vivre. Non, ils ne peuvent pas. Donc il a dit des choses réelles. Et vous verrez derrière ce discours, il y a aussi un discours raciste. C'est parce qu'on est noir. Je pense que c'est le langage qu'il tient et que beaucoup d'Européens tiennent aussi. Ils ne le feront pas chez les Arabes. Ils le feront chez les Noirs. Vous savez, il y a des choses... C'est-à-dire que les Noirs laissent faire. Non, pas laissent faire. Dans leur, ils acceptent de subir. Oui, parce que la plupart des Noirs ont été sont des êtres aliénés. Vous dites, tôt ou tard, ça va parce que vous avez des êtres aliénés. Les Muzungu Anasema, Muzungu Yomungu. Ils croient sur ça. Mais je pense que les êtres, les Africains, les Noirs qui sont des aliénés comme nous ici, on ne peut jamais accepter que n'importe qui vienne nous dominer, qu'il soit noir ou blanc, même pas jaune. Parce que dans la mentalité, on ne peut pas accepter ça. Mais comme eux sont habitués à voir des Noirs qui sont toujours à genoux, il a raison, ils disent non, on va les recoloniser. C'est ce qu'ils veulent faire. C'est comme moi j'ai dit. Et ils ont leur projet de recolonisation. Nous avons notre projet de la deuxième indépendance. On va y arriver. On ne va pas leur demander le point de vue. On va y arriver, nous serons indépendants. Ces pays nous appartiennent. Pas aux capitalistes, pas aux étrangers. Et nous allons nous battre, et nos enfants, et nos petits-enfants, pour qu'on soit indépendants. C'est ce qui est logique et normal. Mais les élites qui sont aliénées, ils pensent que notre bonheur vient dans l'étranger. Donc ils vous disent, mais vous cherchez quoi? Vous avez une femme, vous avez une voiture, vous avez l'argent, vous vivez, mais vous cherchez encore quoi? Donc une culture d'esclave. L'essentiel, qu'on vive, même si on est esclave. Donc ils n'ont pas pour eux l'indépendance, la liberté ne dit rien. L'essentiel, c'est de boire. De boire et de manger, voilà. De jouir. Danser. Donc c'est comme ça qu'on traite les esclaves. Voilà. Mais je pense que parmi les Congolais aujourd'hui, avec cette histoire, avec le discours de Lumumba, de Mzee, je vois très mal de tels projets puissent se réaliser. Donc le Congo ne sera pas recolonisé. Recolonisé. Monsieur le DGA,
C'était juste une parenthèse. Bon, n'est-ce pas? Maintenant, nous revenons à vous pour le mot de la fin pour aujourd'hui. Oui, je pense que l'anniversaire général, voilà. C'est une interpellation. Ah voilà. 70 ans. 70 ans. Voilà. Dans le sens que, vous savez, on passe sur cette terre. Il faut laisser des écrits. Ça signifie qu'il faut écrire des mémoires. C'est quelqu'un qui a traversé d'abord tous les régimes. Voilà. Et la colonisation, l'indépendance, il a connu la période de Mobutu, Mzee Kabila, et Joseph. Donc il faudrait qu'il laisse des écrits. Ces écrits vont permettre à ceux qui viendront après nous de tirer des leçons. Parce que jusqu'à présent, la seule personne qui a publié ses mémoires, c'est Moïse Tshombe. Ok. Ah, ça, je l'ai lu. Malheureusement, il y a quelqu'un qui a pris, qui a mené... ça s'intitule comment? Moïse Tshombe, mais ça fait longtemps. Ah, okay. Il avait acheté ça à Bruxelles. Okay. C'est le seul qui a publié ses mémoires. Okay. Donc il faut que les hommes, les Congolais, ils pensent. Ils pensent, ouais, comme ça, après nous, on pourra relire un peu. C'est très important. Comme ça, on peut éviter des erreurs. Ouais. Bon, il y en a qui se disent, bon, écoutez, écrit pourquoi? Parce que les Congolais ne lisent pas. Non, non, on n'écrit pas. D'ailleurs, quelqu'un, je pense que c'est un Américain blanc. Je précise, un Américain blanc, n'est-ce pas? Parce que là, je pense qu'il a fait ça en regardant les Noirs, les Américains noirs. N'est-ce pas? Il dira, les Noirs ne lisent pas. Ainsi, ils demeureront nos esclaves. N'est-ce pas? Voilà. Il y en a qui se disent, bon, je vais écrire pourquoi? Parce que les gens ne lisent pas. Non, on n'écrit pas seulement parce que les gens ne lisent pas. Ah, voilà. Il faut écrire pour entretenir la mémoire. Ok. Donc, l'oralité... Il y aura toujours quelqu'un qui va... Il y aura toujours quelqu'un voilà. qui va lire et transmettre aux autres. Okay. Donc, il faut laisser des traces. Merci. Surtout quand on a occupé des postes, je dirais un peu politiques ou bien militaires. Important. Donc, je dirais un peu de postes publics. Okay. Je pense qu'il est nécessaire d'écrire. En Amérique, par exemple, chaque chef de l'État, ça c'est une obligation. Chaque président de la République, chaque président américain doit écrire son passage à... Même dans la CIA. Au département à la Maison Blanche. Okay. Donc tu verras, tous les présidents américains ont leur mémoire. Comme ça, ça permet aux gens, aux présidents qui viendront après eux, de comprendre comment ça fonctionne. Okay. Donc si aujourd'hui nous pouvons adopter les mêmes attitudes, quand vous avez un poste important, vous pouvez seulement expliquer comment ça fonctionne, tout simplement. Okay. On ne vous demande pas d'aller en profondeur. Mais du moins, ceux qui viendront vous remplacer ont quand même certaines matières et ça permet à ce qu'on puisse reconstruire notre mémoire collective et notre histoire. Okay. Donc on ne va pas réécrire l'histoire sur base de l'oralité, non. C'est déjà dépassé, maintenant il faut qu'il les écrit. Et surtout que l'objet de l'histoire, c'est de nous aider à corriger les erreurs du passé. Exact. Pour améliorer. Et tirer des leçons. Bien sûr, bien sûr. C'est cela le mot de la fin pour aujourd'hui? Exact, c'est le mot de la fin. Par rapport à notre sujet? Oui, je pense que... La lutte pour l'indépendance économique. Oui, c'est seulement dire aux jeunes gens que nous sommes dans un processus. Ça a déjà commencé. Donc il faut se préparer à se battre pour qu'on ait notre indépendance, pour qu'on ait notre indépendance économique, politique, mais surtout qu'on devienne puissant. C'est quand on est puissant, on est respecté. Voilà. Et généralement, on vient avec un faux discours, démocratie. Ah non, quand vous serez démocratie, vous serez bien, c'est faux. Quand nous serons puissants, on va nous respecter. L'exemple est là, vous avez la Chine. On ne respecte pas la Chine parce que la Chine est démocratique, selon l'Occident. On respecte la Chine parce que la Chine est puissante. Voilà. Aujourd'hui, on négocie avec le président nord-coréen, pas parce qu'il est démocratique. On négocie avec le président coréen parce qu'il est puissant. Donc c'est une leçon pour tous les Africains, pour nous Congolais. Nous devons faire partenariat avec tout ce que Dieu nous a donné pour être puissants. Comme ça, on va commencer à peser, on va nous respecter. Les discours de démocratie, bonne gouvernance, c'est une diversion. Ceux qui viennent avec ces discours cachent leurs intérêts. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a quand même tout un passé qu'on connaît. Il faut éviter que l'histoire se répète. Surtout de façon stupide. Voilà. Monsieur le DGA, nous
n'avons plus qu'à vous dire merci. Surtout d'avoir bien voulu répondre à notre invitation. Et nous pensons que ce n'est pas la dernière. Non, vous savez, malgré les titres qu'on a, on est journaliste quand même. Voilà. J'ai fait mes recherches. Et chercheur. Je ne veux pas me... Un grand chercheur. Me taire, non. Quand j'ai à parler, je parle librement. Ok. C'est ça, c'est tout ce que Dieu m'a donné. Voilà. Et là, c'est en tant que chercheur, en tant que journaliste. Exact. Ok. En tant que patriote, en tant que fils de ce pays, citoyen. Voilà, fidèles téléspectateurs, nous n'avons plus qu'à vous remercier. Joyeux anniversaire, bon, nous venons de le faire au Patriarche Oleko pour ses 70 ans d'âge, n'est-ce pas? Mettez Oleko, colonel Dani Oleko, et toute la famille en tout cas. Il a eu aussi beaucoup d'enfants, on ne saura pas tous les citer ici, en tout cas au nom de toute la famille, maman Françoise, n'est-ce pas, papa Marcel Salomo et toute la famille, en tout cas. C'était très bien. Et ce sont les enfants qui ont organisé la fête, hein, les enfants au général. Voilà. Ils ont surpassé leur papa, en tout cas pour eux, ils ont dit non papa, non, 70 ans, c'est pas rien en tout cas, tout ça. Et ils ont réussi le coup, voilà, et ça s'est très bien passé. Pasteur Jules Molindois à Goma, église cité de refuge, nous espérons en tout cas, nous attendons les éléments parce qu'il tient à nous envoyer des éléments. Il tient même aussi à nous inviter à Goma pour des émissions là-bas et nous attendons. Le vice-gouverneur du Sud Kivu aussi compte nous inviter. Nous espérons y aller pour voir comment ils se battent pour relever le défi là-bas, la reconstruction, n'est-ce pas, du sud, disons de la province du Sud Kivu. Fidèles téléspectateurs, pour aujourd'hui, on s'arrête là. On s'arrête ici, n'est-ce pas? Nous vous souhaitons une très bonne fête d'indépendance. Mais quelqu'un a dit ceci. Même pendant la fête, ne perdons pas la tête. Ingeta et Bob. Monsieur le DG. Merci beaucoup. Okay, merci beaucoup. Merci beaucoup.